Hello Jedi, comment tu vas? Je vais extrêmement bien. Petite gueule de bois d'hier soir, d'un événement que je vais peut-être vous décrire après. Mais sinon, ça se passe très bien. Tu sais, quand je suis avec toi et on fait ces épisodes, Ça, tout se ça passe c'est bien. sympa, ça. C'est sympa, ça. Mais non, moi j'aimerais bien que tu me décrives ça maintenant, du coup. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où est-ce que tu reviens? Quelle était la particularité des dernières 48 heures que tu viens de passer? Si tu veux C'est en 40... parler, bien sûr. Oui, Si oui, tu veux c'est en parler. 40 dernières, 48 dernières heures. Il y a eu un événement qui est assez unique en son genre et qui était assez farfelu. Koussama Ammar, donc un des anciens cofondateurs de The Family, a décidé de lancer. Donc, oui, il est en train de bosser sur une collection avec un très bon ami à lui qui s'appelle Sofiane Pamar, qui est un pianiste assez connu dans le monde du piano et qui a réussi à mêler le piano avec des genres musicaux. Il fait plusieurs genres musicaux, mais surtout un qui était le rap. Il ne fait pas que ça, hein, il fait aussi plein d'autres genres musicaux. Et il a fait des feats avec pas mal de rappeurs. Et en fait, c'est quelque chose qu'on voit rarement, hein, le piano en live avec du rap à côté. Et lui, il a réussi à le faire et il a fait des feats avec pas mal de rappeurs, MAS, CCH, Vald, Medine et plein d'autres rappeurs que vous connaissez peut-être, Silla et autres. Ils ont décidé de faire une collection NFT très particulière et c'était aussi ça l'enjeu Mhm. des 48 heures, c'est que la collection est très particulière. C'est pas une collection qui est destinée à un public de spéculateurs, c'est une collection qui est destinée à un public de fans de Sofiane Pamar. Et en fait, très souvent, quand les gens lancent une collection, c'est dans leur, enfin, ça les arrange d'attirer des gens qui sont là pour spéculer parce que ça leur permet de vendre vite leur collection, d'avoir un secondaire qui leur amène des fees, etc. Et là, c'était pas du tout ce cheminement-là qu'on a essayé de faire. On a essayé de faire le cheminement inverse, c'est-à-dire aller choper des gens qui connaissaient Sofiane Pamar, mais qui ne connaissaient rien au NFT ou Web3, et essayer de leur permettre d'acheter un NFT et d'avoir en fait une partie de l'histoire de Sofiane Pamar. Évidemment, ce NFT, ce projet, c'est un projet de très longue durée, de presque 10 ans. La roadmap, c'est 10 ans. Alors, on voit très rarement des roadmaps aussi longues. Est-ce que tu peux Et expliquer, du coup, pourquoi c'est si long? Pourquoi c'est si long? parce que c'est une Quelle est roadmap la particularité? c'est une roadmap en fait qui va suivre la carrière de Sofiane Pamar. C'est-à-dire Sofiane Mhm. Pamar aujourd'hui, il est connu à son échelle. Dans 10 ans, l'idée, c'est qu'il va être connu fois 100. Et ce NFT, l'importance de le lancer maintenant, c'est que si tu acquiers ce NFT, tu as une partie d'un artiste qui commence à boomer, qui a déjà boomé dans certains milieux, mais qui va faire encore fois 100 au niveau de sa notoriété. Et donc, tout, déjà le prix du NFT, vu que c'est un outil un actif, il va augmenter normalement. Je veux dire, c'est comme si tu avais Madonna, au bout de ses 3 premières années de carrière, elle te disait, bah, si tu veux, tu peux acheter un bout de ma carrière et il n'y en aura que 10 000. Et la valeur de ce bout de ma carrière, il risque d'augmenter si ma carrière augmente. Et si ma carrière commence à m'amener très loin dans la vie. Du coup, Euh, c'est juste une question, c'est un bout de carrière symbolique où il y a des vrais perks alors, qui sont associés? symbolique avant tout et des Mhm. perks en plus. Des perks, c'est des rendez-vous privés avec Sofiane Pamar, c'est des événements privés avec Sofiane Pamar, c'est des occasions de pouvoir composer sur des albums de Sofiane Pamar. Et il y en a plein d'autres qui ne sont pas encore révélés, qui ont l'air extrêmement caliente. Mais donc, sur le site, il y a toute une roadmap. Juste une chose, je ne suis pas affilié à ce projet. Alors, j'ai passé les 48 dernières heures parce que c'était une vraie expérience. Avant tout, parce que j'avais envie d'aider Oussama. Et deuxièmement, c'est parce que c'est une super belle expérience. On a rencontré pas mal de monde et j'en parlerai après. Donc, je ne suis pas affilié. Que vous en achetiez ou pas, ça me fait ni chaud ni froid. Juste, je vous le dis, quoi. Peut-être que je le Mhm. survends le truc pour selon vous et j'essaie de vous vendre un truc et que je suis affilié à ça. Euh, donc voilà. Et donc c'était très cool. Et donc l'événement, c'était quoi? Donc Oussama a décidé de regrouper 50 personnes dans un château, dans l'Oise, à 1 heure et demie de Paris, pendant 2 jours. Euh, Tout était offert. Le fait de se loger dans un très beau château,
le fait de pouvoir consommer des boissons et de la nourriture illimitée, le fait d'être au chaud dans des locaux tout neufs, le fait de pouvoir faire la fête avec l'équipe, le fait de pouvoir avoir des concerts privés de Sofiane. Tout ça était offert et la contrepartie, c'était d'essayer en 48 heures d'aider le projet à passer un cap qui était le cap des 1000 nouveaux NFT qui étaient à vendre à ce moment-là, qui ont été débloqués à ce moment-là. Et en fait, c'était vraiment une organisation telle une armée, parce qu'il y avait plusieurs maisons. Il y avait la maison des commerçants, il y avait la maison des chevaliers, des docteurs, etc. Et chacun avait un rôle bien précis. Il y avait des gens qui devaient faire du bruit sur les réseaux sociaux. Il y avait des gens qui devaient développer sur les 2 jours des outils qui permettaient à accélérer les ventes et la notoriété du projet. Il y avait les docteurs qui avaient comme objectif de, dès que quelqu'un se posait des questions sur qu'est-ce qu'un NFT et comment je fais pour en acheter un, ils devaient être là et prendre les gens par la main au téléphone ou en réel et essayer de leur expliquer c'est quoi MetaMask, c'est quoi un NFT, pourquoi ça a de l'intérêt, etc. Donc là, c'était plutôt des gens pour accompagner à passer à l'acte d'achat, à l'éducation et ensuite passer à l'acte d'achat. Et il y avait une équipe qui avait comme objectif d'appeler des gens lister et trier sur le volet, les appeler, d'essayer de les convaincre. Il y a quelqu'un qui a essayé de convaincre Karim Benzema, le frère de Karim Benzema. Donc, il a passé du temps à faire une vidéo, à faire récolter des témoignages, montrer Oussama en live, Oussama échange un peu avec le frère et essayer vraiment de dire écoute, le projet c'est balèze, regarde ce qu'il fait et il faudrait peut-être que Karim s'y intéresse. Donc voilà, c'était très bien organisé. 48 heures, on a fait la fête, on a beaucoup travaillé, on a peu dormi et c'était très, très, très excitant. Et surtout, alors le truc dans tout ça, parce que ça, c'est ce qui s'est passé, mais moi, ce que je trouvais fascinant, c'est quand même qu'un type arrive à regrouper 50 personnes totalement aléatoires venues de la France entière et même de la Suisse et du Luxembourg, de leur dire, vous venez dans le château pendant 48 heures, vous allez travailler pour nous, gratos. Alors, techniquement, c'est pas, vous avez le Logé, château nourri, offert, blanchi. Ouais. voilà, mais c'est quand même gratos que vous allez bosser et vous allez tout donner, vous n'allez pas dormir pour que le projet aboutisse à quelque chose. Et il a réussi et c'est magnifique. C'est magnifique et en fait, ça montre encore une fois la force du personal branding. On en parle souvent, mais moi, je serais ravi qu'un jour, Soliton et moi puissions dire comme ça, faire un post sur les réseaux sociaux et lui dire telle date à telle date, on lance un projet, on a besoin de vous, 50 personnes, on vous nourrit, on vous loge et vous venez et vous bossez pour nous gratos. Ce serait magique, ce serait génial. Ce serait Je pense qu'on génial. pourrait déjà le Et faire maintenant, hein. ouais, Mais on va c'est déjà- à moindre ampleur et puis il on n'y va aurait peut-être pas trop à passer. manger. Ouais, voilà, ouais, il y aura Il un y aurait petit bout 3 de bières saucisson et et... voilà, 3 bières, les gars, craquez pas. Mais ce serait génial. Et alors là, encore une fois, bravo Oussama d'avoir cette force et Surtout cette il faut capacité le de dire, mobiliser les gens. ouais, c'est ça, il a mobilisé des gens, et d'après les stories que j'ai pu voir, et d'après les feedbacks que tu m'as donnés, il y a quand même une grosse partie des gens qui étaient... Enfin, en fait, c'était assez disparate dans l'origine, disons, de taf des gens. Donc, il y a des gens qui étaient accoutumés à la crypto qui sont venus, ce qui est génial, parce que Oussama, il vient de se lancer d'un point de vue branding dans la crypto il y a quelques semaines, donc... Autour de lui, il a réussi à trouver des gens qui étaient déjà dans la crypto, dans les NFT pour venir l'aider, comme toi par exemple. Et à côté de ça, il y avait une majorité de gens aussi qui n'avaient rien à voir avec la crypto Mhm. et qui, du coup, tu m'as expliqué, tu as fait des MetaMask pour des mecs qui faisaient des reportages, etc. Donc c'était Ouais, vraiment très opérationnel. c'est ça, c'est-à-dire que les gens sur place, la majorité, il y avait quelques crypto-addicts, mais il y en avait plein qui connaissaient rien du tout. Et donc, même eux découvraient c'était quoi un NFT, même Ouais. eux découvraient comment on achetait un NFT. Et donc, oui, j'ai aidé des personnes à régler, à setup leur MetaMask. Il y a quelque chose et d'où peut-être après on pourra parler de ça, ou peut-être on le gardera secret pour une annonce future. Mais il y avait quelqu'un qui, enfin, j'ai mis le doute dans la table et j'ai dit bon, vous avez tous vos Macs là, tout le monde avait des Macs ouverts et là on va les launcher. S'il vous plaît, fermez vos Macs.
Et je dis, bon, allez les gars, moi je vais luncher. Donc tout le monde se lève, on va luncher. Il y a la moitié des gens qui ne ferment pas leur Mac. Ouais. Et je regarde les écrans, ils ont tous des MetaMask. Pour le coup, certains en avaient où il y avait de l'argent, certains en avaient où il n'y avait pas d'argent. Je dis, mais vous savez que là, il y a un mec qui passe, il prend tous vos MetaMask, il se fait un envoi à un wallet tout nouveau qui vient tout frais, tout nouveau, et il vide vos comptes. Et les gens se disent, non, mais attends, enfin, tu vois, ils ne Ils comprenaient pas. réalisent pas qui sont leurs Ils propres réalisent pas. banques. C'est Ouais. ça. Et exactement, tu vois, ils réalisaient pas que c'était leur propre banque. Et puis je lui explique, vous savez, ce serait bien de sécuriser vos. Parce qu'après, vous pouvez peut-être interagir. Pareil, aujourd'hui, enfin, pendant les 48 dernières heures, peut-être qu'il y en a un petit filou mal intentionné sur WhatsApp, parce qu'on avait un groupe WhatsApp et un Discord, qui peut dire, oh, regardez ce projet incroyable. Il vous Exact. l'envoie, vous connectez votre MetaMask, vous validez, vous faites une petite signature, c'est 2 clics, et vous validez le fait qu'il puisse siphonner votre compte. Et les gens étaient du coup tout étonnés. Donc, je leur ai expliqué Ledger, j'ai expliqué il y a un petit appareil, une petite clé USB qui permet de sécuriser. Et sur la soirée, là, j'ai calculé, il y a eu 7 Ledger qui ont été achetés suite à ce que j'ai dit. Et je ne suis pas affilié à Ledger, Non plus, mais, malheureusement. dans l'heure, il y a eu 7 achats Ledger. Et je suis là en mode, bon, ben, voilà, il y a une éducation aussi sur la sécurité et tout ça à faire. Mais c'était très, 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 très cool et très plaisant de passer ces 48 dernières heures. Donc voilà où j'en étais. Vous avez Et vendu c'était combien extrêmement là? Tu cool. m'as dit vous avez vendu plus de 50%, c'est ça? Non, sur les 1000 qu'il y avait, il y en a 400 qui ont été vendus. Alors, quand on sortira l'épisode, certainement, il y en aura plus qui ont été vendus. Ouais. Ici, j'en reviens tout fraîchement. Euh, mais, euh, Et, mais voilà. donc, du coup, le truc le plus important que m'a dit, c'est que 90% des gens qui achètent les NFT n'ont jamais acheté un NFT dans le passé. C'est ça. En fait, et c'était ça aussi la force du truc. En fait, le NFT est assez cher. Tout est relatif. Ok, le Hmm. NFT est à 0,2 Ethereum, ça fait plus ou moins 1000 balles. Euh, si on compare, encore une fois, mais là, on n'est pas dans une démarche de comparaison et Oussama le répète assez souvent, mais faisons le jeu du comparatif. Si on compare à toute autre collection de NFT, tu es dans le top tiers des NFT les plus chers avec du 0,2 Au minting. au minting. Tu es vraiment dans le plus cher, dans le top tiers des NFT. Et sauf exception, il y a des NFT, des fois, un Ethereum, ça arrive, mais là, c'est très, très exceptionnel. C'est quand c'est des artistes incroyables, connus mondialement. Et voilà, et même eux, des fois, ne décident pas de faire ce prix-là. Donc, c'est assez cher. Et attends, c'était quoi ta question? C'était oui, le fait que les 90%. gens ne Ouais. connaissent pas. Mais on s'en fout que ce soit cher parce qu'en fait, c'est des expériences incroyables avec Sofiane Pamar. Et si Sofiane Pamar devient une star internationale, ce qu'il est déjà à son échelle, mais qu'il devient une star mondiale demain, bah en fait, ça ne vaudra pas 1000 balles, ça en vaudra 50 000. Là-dessus, la théorie, on est d'accord là-dessus. Mais du coup, il fallait faire passer la pilule à des gens à des personnes fans de Sofiane Pamar, que là, ils allaient devoir dépenser 1000 balles pour un putain de JPEG, alors qu'ils ne comprenaient pas c'était quoi les NFT. Enfin, tu vois, donc il fallait leur expliquer tout ça. Non seulement il y avait la contrainte de l'explication, il y avait aussi la contrainte du prix, quoi. C'est un vrai truc, quoi. Tu fais débourser 1000 balles à des gens, quoi. Donc, il faut qu'ils comprennent le truc, quoi. Mais c'était assez ouf. Et alors, une deuxième chose, et là, j'en sais rien, donc peut-être que je me trompe totalement dans mes calculs et dans ma façon de réfléchir là-dessus. Mais, in fine, euh, c'est un bet incroyable de la part d'Oussama. Enfin, en tout cas, c'est un move incroyable de la part d'Oussama, comme je disais juste avant l'épisode à François. J'ai pas les chiffres. Là, je vous fais des estimations. Peut-être que je suis totalement à côté de la plaque. Mais disons que s'il en a vendu 400 à 0,2, ça fait 40 Ethereum si je suis pas mauvais en maths. Je suis Ça fait mauvais en maths. 400 000 euros, quoi. Je suis mauvais en maths ou pas? Ça fait quoi? Mais si tu me dis que 2 Non, ça fait Ethereum en ce 80. moment. Ça fait 80 Ethereum. C'est ça, hein? Oui, oui. 0,2 fois 400, ça fait 80 Ethereum, c'est ça. Ouais, Ça fait ouais, 80 mais. Ethereum. Ouais. Donc, ça fait fois combien d'euros? Il a combien là? 400 fois 1000 dollars, quoi. Ça fait 400 000 dollars. Non, 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 mais c'est pas ça l'idée. Oui, oui, ok, si tu veux. Mais moi, ce que je voulais faire, c'était 0,2 fois 400. Ça fait 80 Ethereum. Et donc, si tu prends le prix de l'Ethereum, c'est censé faire combien? Ah oui, ok, d'accord, mais c'est beaucoup plus rapide de dire que. En gros, il a fait 400 000 dollars au cours des 48 dernières heures.
en vendant 400 NFT, sachant que le NFT était valorisé à 0,2 ETH, qui est égal à 1000 $. C'est vrai que c'est plus rapide de faire ça. C'est vrai que c'est plus rapide pour ça de faire Mais, ça. mais, mais, mais en fait, tu fais comme beaucoup de gens qui sont dans la crypto et qui. Rapport avec l'Ethereum et puis ils essayent C'est de ça, swap. tu Ouais. calcules en Ethereum avant de calculer en dollars. Ouais. Ce qui en soi est probablement beaucoup plus intelligent sur le très long terme. Mais là, vu qu'on parle en plus de gens qui n'étaient pas dans la crypto, à mon avis, eux, ils réfléchissent pas en Ethereum, ils réfléchissent en Ouais. dollars. Ouais. D'ailleurs, là, je suis sur le projet, je vois que le floor price est un peu en dessous, donc les gens pourraient même acheter maintenant des Piano King sur OpenSea et payer un tout petit peu moins cher que 1000 $. Ils devraient payer plus 100 $. Le seul problème, c'est qu'ils auront moins de chances d'avoir un légendaire. Il faut savoir qu'il y a des Ah, légendaires qui sont ah. toujours disponibles. Et les légendaires, ils ont des avantages assez incroyables qui seront divulgués tout au long de l'année. Je ne suis pas affilié au projet. Enfin, je n'ai aucune commission sur le projet, même si je devrais. Je vais leur demander. Mais du coup, qu'est-ce que je disais là-dessus? Oui, et en fait, si tu fais le calcul, donc 400 000 balles, on va dire 400 000, on va arrondir, on va dire Mhm. 400 000. Je ne sais pas combien a coûté le château, la bouffe, les trajets, parce qu'il y avait des navettes H24 pendant 48 heures pour 50 personnes. Je ne sais pas combien a coûté tout ça. Disons même, allez, 30, 40 000 euros. J'en sais rien combien ça a coûté. Mais ça n'a jamais coûté 400 000 balles. Jamais. Donc, c'est-à-dire que la marge est très grande pour le projet. Et en fait, tu as eu une armée de 50 personnes qui étaient dans des conditions parfaites pour passer un très bon moment et en plus bosser pour arriver à faire 400 000 balles de vente. Il faut quand même vous dire qu'il y avait des gens, il y avait une dizaine de personnes qui avaient le téléphone H24 et qui décrochaient le téléphone, donc qui appelaient ou qui répondaient au téléphone parce qu'il y avait une hotline H24 en anglais et en français si vous avez des questions sur comment acheter un NFT. Et les mecs étaient bombardés. Enfin, je me souviens à un moment donné, le matin, j'ai un mec qui débarque, il fait « Bon, j'ai 400 appels. Il y a eu 400 appels cette nuit de gens qui voulaient acheter, mais juste on n'a pas pu répondre parce qu'on était déjà sur d'autres appels et il y en avait qui dormaient parce qu'ils étaient un peu fatigués et tout. On a 400 appels de gens qui aimeraient acheter un NFT, il faut tous les rappeler, quoi. Donc, je voudrais même vous dire qu'il y a une armée de mecs qui sont là en train d'appeler des gens, essayer de les convaincre, acheter un truc à 1000 balles. Je sais pas, dans la vie réelle, si vous prenez les chiffres de la vie réelle de combien coûte un sales en termes de salaire et de commission que vous êtes censé lui verser, je veux dire, le calcul, là, pour le coup, il est très vite fait. Et en fait, ça a été extrêmement profitable pour le projet Piano King de faire cette démarche-là. Mais c'est incroyable, en fait. C'est ça qui est beau aussi. C'est que tout le monde au final, était aligné et tout le monde a passé un excellent moment. Et tout le monde y est gagnant. Les gens ont rencontré des gens formidables. Ils ont passé un moment formidable. Euh, et derrière, bah, le projet Piano King, lui, a réussi à vendre autant et à faire autant de profit. Donc, c'est juste pour dire que dans l'équation, tout le monde était gagnant. Et, euh, et c'était... Si tu prends le taux journalier moyen des gens qui devaient être sur place, on va le fixer enfin, euh, on va le fixer à 500 $ la journée, ça fait 25 000 $ pour 50 personnes par jour. Du coup, tu fais 25 000 $ par jour et tu fais ça pendant 2 jours, ça fait 50 000 $. Donc, il y a à mon des avis, le influenceurs qui sont château, les venus. boissons, Ouais, etc., il c'était y a moins des que ça. influenceurs qui sont venus, qui ont fait du contenu gratuitement. Enfin, Hmm. enfin, du coup, tu t'imagines, tu devrais en plus faire en sorte que, enfin, tu devrais en plus payer des influenceurs qui font du contenu pour toi. C'est incroyable. Le move est oufissime, le move. Ça, c'est la Vraiment, grande force d'Oussama. Et finalement, il oufissime. reprend la recette de Family qui faisait quelque part un peu la même chose en rassemblant des gens de façon très intensive pendant un petit week-end, etc., ou au cours d'une soirée ou d'une journée où Oussama faisait son show et derrière, les gens bossaient. Mais juste qu'à ce moment-là, les gens bossaient pour leur propre projet à eux la plupart du temps. Et Oussama avait des billes dans chacune enfin, Oussama et De Family avaient des billes dans chacun des projets. Mais là, il a inversé la tendance, mais il a repris, à mon avis, tous les skills qu'il a. Parce que De Family, c'était ça, en fait. Hein. C'était l'industrialisation de l'événementiel cool. Et finalement, c'est exactement ça qu'il a fait. Il a repris les mêmes codes, grosso modo. Moi, j'ai vu, du coup, pour terminer là-dessus, j'ai vu des stories. J'ai vu deux, trois stories intéressantes. La première, c'est des stories en mode voilà ce qui se passe en temps voulu. Et tu voyais des grands posters, tu voyais des ordinateurs dans tous les sens, tu voyais des belles caméras qui étaient posées.
tout était mis en place pour que... En fait, c'était professionnalisé de façon assez étonnante. Du coup, j'ai l'impression qu'il a organisé ça un peu à la dernière minute, le type. Mais qu'il l'ait organisé ou pas à la dernière minute, c'était comme s'il l'avait organisé il y a déjà 2 semaines, quoi. Il y avait tout qui était sur place, j'ai l'impression. Donc ça, c'est bravo, GG. Et la deuxième story que j'ai vue qui m'a fait rire, et on peut peut-être terminer là-dessus, c'est la story de Medine qui devient fou devant OpenSea en voyant qu'il a un NFT de Stéphane Pamar qui vaut 4000 $. Et il est là avec ses enfants en mode je vais devenir millionnaire, etc. Et on sent le second degré et en même temps, le type, tu vois bien qu'il est excité à balle là, par ça. Donc, C'est ça. assez intéressant. Ouais. Bon, de quoi d'autre on peut parler? Bah écoute, moi si tu veux, là c'est le moment, la grande librairie de FarmSpot. Je sais pas si tu connais la grande librairie, c'est Oui, une bah émission de oui, télé je qui connais. passe. Je Là, c'est la regarde de grande temps en temps librairie de quand François, Lucchini et enfin tout passait. Ouais. de Soliton. Je suis en train de lire 3 livres là en ce moment. Je, je peux pas m'empêcher. En ce moment, je ne peux pas faire un seul livre à la fois. J'en ai 3, 4 qui sont ouverts. Et là, je vais te parler vite fait des 3 livres que je lis parce que je pense que ça peut être intéressant pour l'audience. En tout cas, c'est intéressant pour moi. Le premier, c'est un livre qui a été écrit par un YouTuber, Monsieur Phi. Je sais pas si tu vois, c'est un YouTuber qui fait du contenu philo sur YouTube et qui reprend en fait toute l'histoire de la philosophie occidentale jusqu'à nos jours. Et c'est un livre qui peut être lu vraiment par des enfants. Enfin, en tout cas, on me l'a offert. J'ai pas du tout l'impression que c'est. Enfin, on dirait, tout comme le youtubeur fait un effort pour pouvoir éduquer son audience, apprendre des mots un peu plus simples, bien détaillés, Vulgarisation un peu. vulgarisation exactement. Bah, du coup, là, c'est l'impression que c'est un livre qui est très axé là-dessus. Et du coup, il a fait les tafs avant pour y arriver sur sa chaîne YouTube et il y arrive plutôt bien dans le livre. Mais j'ai pas encore de jugement là-dessus. Le deuxième livre que je suis en train de lire, je vais essayer de le dire correctement, Silmarillion de Tolkien. Donc en gros, c'est la genèse du Seigneur des Anneaux. Super Ok. intéressant parce que on sait bien en crypto, dans les play to earn, euh, dans tout ce qui se passe aujourd'hui sur Internet, notamment, enfin sur le Web3, notamment avec Loot, par exemple, le lore est super important. Le lore, c'est quoi? C'est une abréviation de folklore. Et en fait, c'est l'histoire du monde dans lequel ton joueur va être placé. Ton joueur ou ton collectionneur, bref, ton utilisateur. Je me suis toujours dit, putain, mais imagine si Tolkien existait aujourd'hui, le lore de fou qu'il arriverait à créer sur Internet pour un jeu, même un jeu de cartes, même un jeu de stratégie, peu importe, tu vois, ou même un jeu de collection de, de Warhammer, tu vois, pour reprendre un Mhm. exemple très, très typique d'une des marchandisations de Lord of the Ring. Enfin, c'est pas vraiment la même chose, mais voilà, t'as compris. Et ben en fait, dans ce livre-là, donc dans cette genèse du Seigneur des Anneaux, il explique d'où vient le monde du Seigneur des Anneaux, d'où vient la Terre du Milieu, quels étaient les dieux qui ont précédé et qui ont créé ce monde à partir d'une chanson, en fait, comment le mal a émergé au moment même où cette chanson était chantée par plusieurs dieux les uns avec les autres. Bref, c'est très très intéressant. Et, euh, et en fait, ça m'a fait rappeler un truc. Enfin, il y a un truc qui m'a marqué. C'est donc dans ce monde-là, c'est un monde qui est polythéiste. Donc il y a plusieurs dieux qui se font concurrence ou qui s'entraident pour construire un monde. Et je me suis dit, tiens, nous, on vit quand même dans un monde qui est vachement monothéiste. Enfin, en tout cas, la plupart du monde, la plupart des peuples occidentaux et même orientaux ne croient qu'il y a un seul Dieu, Allah ou bien alors Jésus-Christ, etc. Euh, et pourtant, je trouve que le monde et le folklore justement d'un monde poétiste est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus riche. Et du coup, moi, je suis en train de lire ça à minuit dans mon lit et je me dis, putain, mec, c'était quand même, ça devrait être plus drôle de croire à ce genre de truc. C'est comme Bref, les Vikings. Le exactement. lore des Vikings est assez incroyable, hein, avec le Valhalla et Valhalla. Ouais, c'est ça. Valhalla. Voilà, et tu peux te balader dans la rue et sentir une brise de vent et te dire, waouh, c'est peut-être un dieu du vent qui me fait passer un message. Et ça induit en fait une deuxième lecture du monde réel et du monde concret qui est, je pense, beaucoup plus enrichissante. Du coup, je conseille ce livre-là aussi. C'est un peu compliqué, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Dernier livre, après j'arrête de vous ennuyer avec ça, c'est le livre de Bernard Stiegler,
Bernard Stiegler, c'est un philosophe qui est décédé il y a 1 an, quasiment jour pour jour, qui a beaucoup réfléchi à la technologie. Il est un petit peu, je pense qu'il est plutôt gauchiste et plutôt dépressif comme garçon, mais il est passé sur des plateaux, il a été interviewé, il est très 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 intéressant. Il a une vie très intéressante puisqu'en fait ce mec-là a fait de la prison quand il avait notre âge ou un peu plus jeune d'ailleurs, parce qu'il a fait des tentatives de braquage qui ont pas abouti, et du coup il s'est fait emprisonner, et je pense que c'est un des premiers prisonnier en France à avoir passé une licence de philosophie pendant qu'il était en prison. Hmm. Donc, en gros, pendant qu'il était en prison, il a réussi à établir un contact avec des professeurs d'université qui lui envoyaient des livres, etc. Et au fur et à mesure de son temps en prison, de son emprisonnement, il a réussi à développer une forme de grand savoir intellectuel. Et dans ce livre-là, il parle de la disruption. Et en fait, il prend le contre-pied de tout ce dans quoi nous, on est aujourd'hui. C'est-à-dire, il a tendance à penser dans une période qui est marquée par l'absence, dans une époque qui est selon lui marquée par l'absence d'époque. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai l'impression qu'on vit. Il parle de l'industrialisation des biens culturels et comment les GAFA, grosso modo, s'approprient ces biens culturels et les commercialisent à tout va. Et à quel point, en fait, la technique, la technologie et donc la disruption nous empêche d'avoir ce qu'on appelle des protensions personnelles et collectives, c'est-à-dire des désirs en tant que société, en tant qu'humain, puisqu'à chaque fois qu'on a le temps de se positionner en tant qu'être humain par rapport à un moment, à un espace donné, la disruption arrive et réagence tout un nouveau paradigme. Je suis au tout début, et selon lui, et ça il le dit dès l'introduction, ce monde qu'on caractérise la plupart du temps par une rationalité très forte, c'est-à-dire on pense qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus rationnel, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. On arrive dans une nouvelle forme de barbarie qui est induite par cette remise en cause perpétuelle amenée par la disruption. Bref, très, très, très intéressant, et surtout pour des gens comme moi et comme toi, qui ont, enfin en tout cas dans mon cas, qui ont tendance à être des ayatollahs de la technologie. Donc voilà, Hmm. c'était la petite parenthèse, la librairie, la grande librairie, la petite librairie de Soliton peut se refermer. Et voilà. T'as quelque chose dont tu veux me parler, toi, ou un truc Ouais, que j'étais en train d'écouter juste avant le podcast, si tu veux tout Vas-y. savoir. Tinkerview, le dernier épisode avec Étienne Klein, qui vient de sortir Ah, hier soir. j'ai pas vu, j'ai pas vu. 1 heure et demie avec Étienne Klein. J'adore Étienne Klein et il parle très bien, il explique des histoires très chouettes, il vulgarise la physique et la philosophie des sciences d'une façon extraordinaire. Et en fait, là, depuis le Covid, son gros sujet, c'est qu'est-ce que le savoir scientifique? Et il en parle, je ne sais pas s'il va en faire un bouquin ou si c'est déjà fait, mais en tout cas, il en parle dans pas mal d'interviews, les dizaines de dernières interviews qu'il y a eu sur Internet de lui. Il parle souvent de ça, de la distinction entre la science et la recherche. Et tous les mismatchs et les mauvais comportements, je ne sais pas si on peut dire mauvais, mais en tout cas, les erreurs que le monde scientifique et que les scientifiques ont fait pendant le Covid sur leur communication. Mhm. Et il parle de tout ça et c'est vraiment, vraiment pas mal. C'est 1 heure et demie, c'est pas très, très, très long, parce que souvent les épisodes là-bas sont un peu plus longs. Là, c'est 1 heure et demie et vraiment, je vous conseille d'aller voir ça. Donc, Étienne Klein sur la chaîne de Tinkerview, Thinkerview, Tinkerview, enfin soit, je vous mettrai le lien. Et vraiment, j'ai bientôt fini là, mais grand fan de Étienne Klein, quoi. Donc ça Ce que me plaît. j'adore chez ce type-là est extraordinaire. Franchement, j'aimerais beaucoup, beaucoup qu'il y ait plus de ponts entre les techs, enfin le monde de la technologie et des startups, etc., et des gens qui sont comme nous, qui sont un petit peu multi-utilisation, multi-utilité. D'ailleurs, on peut s'intéresser un jour à la physique quantique et regarder 10 vidéos là-dessus, tout en investissant dans la crypto et dans ton cas, par exemple, en conseillant des jeunes qui veulent se lancer avec ton fonds. Euh, je trouve de ça dommage que Etienne Klein soit pas plus exposé. J'ai l'impression qu'il reste encore dans le domaine très universitaire, et que pourtant, il y aurait énormément d'écho chez les gens comme nous s'il était plus visible et s'il avait plus d'audience de ce côté-là.
Ce que j'ai adoré chez lui et qui est un thème qui moi, me parle énormément, c'est la différence, enfin, le changement dans le discours public entre Innovation. l'utilisation du terme progrès versus innovation. Ouais. Et on regarde, et on peut voir que jusqu'au premier choc pétrolier, la plupart des discours publics empruntaient le mot progrès parce qu'il y avait une vision sociétale et donc euh, quelque part civilisationnelle de ce terme de progrès. Il y a un progrès pour la société, c'est pour ça que la société existe, c'est pour atteindre ce progrès, et c'est pour ça que nous travaillons tous en tant que société, et qu'aujourd'hui, le mot progrès a été, au fur et à mesure des années, remplacé par le terme innovation, qui est un terme un peu fourre-tout, qui des fois parle de progrès, qui des fois parle juste d'évolution technologique. Et donc, je trouve ça très intéressant. Et il a une analyse. En fait, le type, il a fait philosophie et physique. Donc, Mhm. il est vraiment quelqu'un qu'il faut écouter. Et du coup, vous tapez Etienne Klein sur YouTube et vous verrez plein d'autres vidéos que celle Ouais. d'hier, où à mon avis, du coup, il va être un peu plus focus sur le Covid, etc. Ouais. Oui, non, il y a certains de ces cours qui sont, certains de ces passages de certains de ces cours qui sont disponibles sur YouTube. Et effectivement, moi, je l'avais découvert parce qu'à l'époque, je m'intéressais beaucoup à la philosophie des sciences. Et comme tu l'as dit, effectivement, lui, c'est un des Français contemporains qui a mélangé philosophie et physique et qui donne cours aussi ou a donné cours dans des cours de philosophie de sciences dans des universités. Et du coup, c'était un mec que j'écoutais beaucoup. Une personne que j'écoutais beaucoup sur YouTube à l'époque et je lisais ses livres, surtout à l'époque où il était très intéressé par la question du temps Hmm. euh, et, et, Cette euh, question qui taraude Jedi dans ces et qui moments les t'arrête plus sombres. dans les moments les plus sombres. Mais ouais, Amsterdam. ouais, tout ça, ouais. Donc voilà, Étienne Klein. Il y a des news, il y a quelques news. Il y a quelques news intéressantes que j'ai pas creusées, mais je sais pas si tu as vu Ledger. Non, Ledger, tu n'as pas vu? Bon, alors, pour ceux qui non. ne savent pas ce que c'est, Ledger, c'est une société française qui est une licorne française qui vend un petit appareil qui vous permet de sécuriser vos crypto-monnaies. Ça, c'est le Mhm. premier produit. Ils sont très connus pour faire ça. C'est les leaders dans ce domaine-là de la sécurité de vos crypto-monnaies à titre personnel. Là, il y a pas de sujet. Et il vient d'annoncer ce matin, ceux qui écouteront un peu plus tard, vous êtes C'est encore jeudi tard, mais c'est pas matin. Ouais. grave, qu'il lance une carte de débit Visa plus la possibilité de faire un crédit directement via ta carte en déposant des crypto-monnaies au collatéral. Génial! Donc, Et comment c'est que j'ai pas vu ça, moi? ils font ce qu'on attend tous, c'est-à-dire finalement pouvoir prendre toutes nos cryptos, emprunter avec et pouvoir dépenser l'argent qu'on a emprunté dans le monde réel. Et voilà. Et grande annonce de ce matin, ça en parle partout. Tu vas le voir passer. Enfin, je pense pas que tu vas pas le voir passer parce que tout le monde partage ça sur Twitter depuis ce matin. Mais voilà. Et ça, c'est incroyable. Et c'est Ledger qui fait ça. Moi, je suis étonné parce qu'il y a une autre boîte qui s'appelle Aave qui est en train de bosser là-dessus aussi. Mhm. Et d'après ce qu'ils disent. Et là, tu as Ledger qui, en fait, a le truc, quoi. Je veux dire, ils ont les cartes, et c'est bon, ça sort en 2022, quoi. Et tout est fait, tout est déjà set up, il faut juste distribuer, quoi. C'est C'est ouf. génial. Enfin, enfin, pouvoir. Et en fait, là, pour le Mais du coup, coup, t'imagines, attends, d'un point de vue fiscal, ça va être chiant, ça. Enfin, de toute à mon façon, dans avis, tous les cas, c'est. ça va être déclaré comme un compte bancaire normal. Ouais. À mon avis, je vois pas pourquoi. Donc toi, tu le déclareras chaque année enfin, la première année, tu le déclareras comme tu as un compte bancaire en France et tu le nommes. Et tu l'indiques. Et eux, légalement, ils doivent chaque année faire un report au fisc du pays dans lequel l'utilisateur est résident. Et, euh, et c'est un compte bancaire, mais c'est juste ce qui est ouf, c'est que genre là, si tu as 300 000 euros en Ethereum, bah, tu peux les déposer dessus, tu les déposes en collatéral et tu empruntes 100 000 balles et tu fais ce que tu veux avec, quoi. Tu peux en fait acheter une maison si tu veux, avec tes cryptos. Et tout se fait sur une carte bancaire, quoi. Génial. C'est ouf. Et toujours, c'est toujours le même sujet. On a tendance à surestimer le court terme et sous-estimer le long terme.
Ou l'inverse, attends. On sous-estime le long terme et on Long surestime le terme, court ouais, terme. c'est ça. Il y a 2 ans, enfin, du coup, quand je me suis lancé en crypto, il y a 1 an et demi, 2 ans à fond de balle, je pensais que ça allait prendre encore 10 ans. Et finalement, ça arrive très tôt. Mais en même temps, en crypto, 2 ans, c'est une 2 ans, c'est une éternité. vie, hein. Donc, Putain, c'est ouf. et c'est pas pour rien qu'ils ont levé 380 millions dans une série C, quoi. Mm. Ok, d'accord, cool. Bon, génial. Moi, j'ai vu l'annonce Tezos avec Ubisoft. Ouais, 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 ouais. Je sais pas si tu as Et il vu, y a une double annonce après. Il y il y a a du backlash, un peu. ouais, la suppression de de la vidéo YouTube qu'ils ont fait. Ils ont carrément supprimé de leur chaîne YouTube Ouais. à cause des mauvais commentaires et des dislikes. Mais j'ai pas suivi pourquoi il y a des mauvais commentaires et des dislikes. Déjà, qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que tu peux expliquer pourquoi du coup il y a eu un petit. Du coup, j'ai pas non plus regardé. Ça rejoint le sujet dont je vais parler juste après. À mon avis, ça rejoint ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. C'est le lien que je vais faire. Mais d'après ce que j'ai vu et en lisant les commentaires sur les télégrammes, etc., euh, les gens captent pas ou n'aiment pas le concept de NFT dans les jeux traditionnels pour lesquels ils ont l'habitude de jouer en payant ou même en freemium. Ok. Euh, C'est c'est ce étonnant que j'ai parce cru que comprendre, à vérifier. les cash shops dans les jeux, bon, on connaît, hein. C'est Fortnite, tout ça, on connaît. Donc, que ce soit un NFT, ce serait génial. Mais bon, il doit y avoir des détails, on ira lire tout ça. Mais Ouais. oui, effectivement, Ubisoft lance une marketplace et commence à créer des NFT par rapport à chacun de leurs jeux. Et un des premiers jeux, ce sera Ghost Recon, si je dis pas de bêtises. Euh, c'est ouf. Et du coup, c'est quoi le sujet, toi, que tu veux aborder? Alors, j'ai envie de te parler de la financiarisation du fun. Euh, donc, en gros, je vais parler des grandes étapes ou des grands enjeux de l'avènement des jeux Play and Earn. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, on me l'a fait remarquer moi, et du coup, je fais l'effort maintenant de Play changer and mon earn et play to vocabulaire. earn. Ouais. Exactement. Donc, d'un point de vue symbolique, c'est très fort, puisque au début, on appelait tout ça des play to earn, donc jouer pour gagner de l'argent. Et maintenant, on a envie de dire, OK, tu joues et en jouant, tu gagnes de l'argent. Mais tu ne joues pas juste pour gagner de l'argent. Et ça rejoint exactement ce dont je vais parler juste après. Donc, la financiarisation du fun. Quel est le contexte? Tu en as parlé en parlant du NFT, du King NFT, la Piano King NFT de Sofiane Pamar. La plupart des collections NFT aujourd'hui, les PFP comme on dit, donc Picture for Proof, elles ne sold out plus, ou en tout cas plus aussi facilement. Il faut faire énormément de travail en design, énormément de travail en marketing pour que ça se sold out instantanément, comme n'importe quelle autre collection banale se vendait il y a encore quelques mois en moins de 3 heures, quoi. Et du coup, j'ai envie de demander, la question que je me pose, c'est OK, qui étaient ces gens qui créaient des NFT il y a quelques mois? Qui sont-ils aujourd'hui, etc. Et je pense qu'il y a 3 grandes catégories. Tu me dis si on oublie une. D'abord, la première, la plus obvious, et pourtant qui, je pense, est encore majoritairement et encore minoritaire, c'est les artistes, c'est-à-dire les vrais artistes. Je pense que la plupart des vrais artistes, d'ailleurs, on a plusieurs expériences en perso qui ont tendance à prouver ça, les vrais artistes, les gens qui sont artistes dans la vraie vie, qui en ont fait leur profession, ils sont encore très peu nombreux à faire des NFT, quelque part. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les makers, les hustlers. Donc, c'est les gens qui, en repérant une opportunité de marché et en bricolant 3 trucs à droite et 2 trucs à gauche, en engageant les bonnes personnes, réussissent à faire des collections qui à l'époque, se soldaient relativement facilement. Et puis, tu as les devs, parce que les devs, en gros, c'est leur milieu. Il faut faire un contrat de minting, il faut faire un algorithme qui assemble des visages avec différentes layers. C'est un truc qui est simple à faire pour eux. Du coup, je pense qu'il y a des gens qui ont énormément de compétences dev qui ont eu tendance à faire des collections NFT. Sauf que ça ne se solde plus actuellement. Du coup, quelle est l'étape que ces gens-là ajoutent aujourd'hui? Donc, les makers, les hustlers et des fois les artistes, ils se disent, OK, il faut que ces tokens aient une utilité. Alors, il y a 2 types d'utilité. Qu'est-ce que c'est? Donc, l'utilité aujourd'hui, ça devient la feature, vraiment la brique, la pierre angulaire qui est rajoutée à ces grandes collections de NFT. C'est la nouvelle donne. Et il y a en général 2 types d'utilités. Il y a, comme nous, on a fait avec FarmSpot ou comme vous faites avec Piano King NFT, c'est des perks, des gated communities, des produits physiques qui sont livrables dans la réalité, comme avec Sushi NFT. Donc tout ça, c'est des catégories de NFT qui ont une utilité dans la vraie vie.
ou qui donnent accès à des communautés privées. Puis, la deuxième catégorie, et celle dont je vais parler aujourd'hui, c'est la catégorie des play and earn. Donc avant, les gens disaient, voilà, on va faire une collection de PFP et on va créer notre propre métaverse dans 10 ans et on va faire un jeu dans 10 ans. Et les gens, c'était ça la roadmap et les gens disaient, OK, c'est bon. Aujourd'hui, la plupart des gens disent, pour pouvoir sold out leur collection, justement, ils disent, bah, on est quasiment, ou bien alors on a déjà un petit jeu tout pourri, la plupart du temps qui est tout pourri, et vous pourrez jouer avec. Et donc, ce petit argument supplémentaire, en général, suffit à mettre assez de FOMO sur cette collection de NFT. Alors, si on sort d'une approche binaire qui consisterait à dire que tout est Ponzi, ou bien alors le play and earn et le Web3, ça va changer la vie de tout le monde du jour au lendemain et c'est révolutionnaire, on se retrouve en fait à observer deux audiences, et ça rejoint à mon avis l'histoire de Ubisoft, etc. Tu as une audience qui est celle que nous, on a tendance à côtoyer, qui est celle des Earn First Game. Donc, c'est les jeux dont la raison primordiale d'exister pour les joueurs est de gagner de l'argent. Donc, quelque part, ce sont des économies d'agriculture, donc de rendement, qui sont très, très, très gamifiées. Et donc, la question à la fin, c'est OK, mais quand est-ce que la musique s'arrête? Puisque, en gros, le but d'un jeu, c'est d'être joué par le plus de joueurs possible la plupart du temps, et que l'économie fonctionne en interne. Si l'économie ne fonctionne pas, ou qu'il n'y a pas assez de joueurs qui viennent, ou qu'il y a une minorité de joueurs qui prend tous les avantages de l'économie euh, au tout début et qu'après le jeu n'a plus de raison d'être, ok, la musique, elle s'arrête à ce moment-là. Et ça, c'est la plupart des crypto-games aujourd'hui qui se lancent, en tout cas. On sent qu'il y a une vibe qui ressemble un peu à ça. C'est-à-dire qu'on sent qu'à un moment, la musique peut s'arrêter s'il n'y a pas une vraie utilisation du jeu qui est mise en place. Et donc, la deuxième audience qui est face à cette audience des Earn First Games, c'est l'audience des Play First Games. Et donc, ça, c'est les gens qui viennent jouer à un jeu, non pas pour gagner de l'argent, prioritairement, mais pour le gameplay, prioritairement. Et donc, ces deux audiences-là, des fois, elles se recoupent. Des fois, tu as des crypto-gamers et des joueurs traditionnels qui trouvent ensemble un jeu qui leur plaît et qui répond aux deux dynamiques. Et selon moi, selon moi et selon les articles que j'ai pu lire ces derniers jours, c'est vraiment la troisième voie qui est en train de s'ouvrir, qui est pas une voie qui fait la synthèse entre le play to earn et les jeux traditionnels. C'est vraiment une nouvelle voie avec des dynamiques de jeu qui doivent être réinventées à partir de rien, en fait, à partir d'une feuille blanche. Et si on regarde la courbe d'adoption des produits qui est classique, qu'on a tous vu en growth et des gens qui font des produits, une sinusoïde, tu as les innovateurs qui composent 2,5% du marché, puis ensuite tu as les visionnaires, 3,5% du marché, et puis ensuite tu as la grosse majorité du marché qui est composée des pragmatiques, des conservateurs et des sceptiques. Pragmatiques, conservateurs, c'est chacun 34% la plupart du temps, sur cette courbe classique qu'on voit dans tous les produits. Et puis tu as les sceptiques qui font partie des 16%. C'est ceux qui adoptent le jeu en dernier, en fait, parce qu'ils sont très sceptiques, le jeu ou le produit d'ailleurs, parce qu'ils sont très sceptiques, ils se méfient. Et donc, en général, c'est pas les early adopters, c'est les last adopters du jeu ou du produit. Si on adopte cette vision des earn first, earn first jeu, earn first game et des play first game, quelque part, les earn first game, ils sont sur la gauche de cette sinusoïde et ils sont composés des innovateurs et des visionnaires. Et puis tous les jeux traditionnels qui existent aujourd'hui, ils sont composés de tout le reste du segment de marché, c'est-à-dire les pragmatiques, les conservateurs et les sceptiques. Le gros enjeu aujourd'hui sur le play to earn et le play and earn, c'est de faire en sorte de ne pas s'essouffler et d'arriver à attirer de plus en plus de joueurs tradis. Et pour ça, il faut créer des dynamiques de jeu et des game mechanics qui plaisent en fait à ces joueurs-là, qui ne viennent pas juste pour gagner de l'argent à la base. Tandis que pour les jeux traditionnels, qui commencent tout doucement à se faire concurrencer, dans les 5 prochaines années, à mon avis, ils vont essayer un maximum de prendre ces dynamiques de marché des play and earn et en faire une espèce de chimère et de les foutre dans leur jeu déjà actuellement existant. Sauf que les game mécaniques ne sont pas prévus pour ça. Ça va induire plein de problèmes et peut-être que c'est ça aussi ce qui se passe avec Ubisoft du coup aujourd'hui, c'est qu'on essaye de foutre par-dessus un jeu déjà existant des mécaniques de GameFi, donc de la gaming finance. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir qui sont les gens qui se plaignaient pour cette histoire d'Ubisoft. Est-ce que c'est des joueurs tradis, très fans de jeux, qui
connaissent pas les NFT et qui en fait ont interprété le message comme oh là là, Ubisoft, Cash ils nous demandent grab. plus de vous Ouais. faire du cash. Ouais. Et en fait, eux, du coup, ils sont tout à la fin de la courbe. C'est Ouais, vraiment, c'est c'est les les sceptiques, sceptiques. en fait. C'est les sceptiques. Donc, à mon avis, c'est eux qui doivent le plus mal réagir parce que les mecs comme nous, qui aimons les jeux vidéo et comprenons les NFT et l'intérêt, en fait, il y a tout intérêt, en fait, que les actifs dans les jeux soient des NFT. Pour nous, évidemment, c'est génial. Jamais j'irai cracher dessus. Donc ouais. Ok, Et vas-y, justement, désolé, c'est je pas, t'ai c'est coupé. ça, c'est quand tu essayes quelque part de greffer quelque chose d'existence sur une institution. Quelque part, la plupart de ces jeux-là sont vus par la plupart des joueurs comme des institutions. Et d'ailleurs, même quand ils font une mise à jour, même quand ils lancent une nouvelle version du jeu, on les a vus avec les World of Warcraft, à chaque fois, il y a des joueurs qui drop, à chaque fois, il y a des gens qui partent, à chaque fois, il y a des gens qui ne sont pas contents, et puis le jeu reprend un peu plus tard et retrouve une nouvelle audience, ou bien alors l'audience a eu le temps d'assimiler les nouvelles étapes du jeu et se dit, OK, on va peut-être quand même jouer parce que c'est quand même un jeu qu'on kiffe. Mais grosso modo, d'ailleurs, c'est un concept dont Balaji parle, c'est le skeuomorphisme. Je ne sais pas si tu te rappelles, il en parle Non. dans le... Donc, c'est gros... Je ne sais pas si tu te rappelles dans le podcast, en gros, un skeuomorphisme, c'est quoi? C'est quand on prend quelque chose qui existe, c'est ce qui s'est passé en fait avec l'avènement de Windows et des desktops pour les users, pour les utilisateurs, des gens qui avaient installé un petit Windows, etc. Si vous vous rappelez, sur notre écran, il y avait une petite bin, d'ailleurs, une petite poubelle, pardon. Quelque part, quelle était la représentation de cette poubelle? Sur notre écran, c'était la représentation de la poubelle à papier qu'il y avait dans les bureaux des gens. Et donc, on leur disait, voilà votre ordinateur, c'est votre bureau sur votre écran, tout comme dans la vraie vie, vous avez une petite poubelle dans laquelle vous pouvez jeter votre papier, bah ici, vous pouvez jeter vos documents ou vos photos, etc., dans la petite poubelle qui est en bas de l'écran. On reprend des éléments connus des êtres humains et on n'essaie pas de les adapter, on les met tels quels, de façon très symbolique, sur un écran d'ordinateur. Bah, ça, c'est ce qu'on appelle un skeuomorphisme. Et la plupart du temps, les business qui sont basés sur des skeuomorphismes ne fonctionnent pas très bien. Et c'est appelé très vite à être remplacé. En fait, c'est l'espèce de pont qui est jeté entre un ancien utilisateur et une nouvelle utilisation du produit. Mais quelque part, ces grands jeux Play First, qui sont des institutions aux yeux des joueurs, je pense qu'ils vont avoir tendance à faire du skeuomorphisme, c'est-à-dire à prendre des grandes dynamiques Play to Earn et de les insérer un peu telles quelles de façon dégueulasse dans leur jeu, et que ça va peut-être pas fonctionner. Du coup, la question c'est, OK, si les Play and Earn qui sont juste du cash, enfin qui sont la plupart du temps des cash grabs sans économie vraiment viable sur le long terme, sont confrontés à un problème de croissance, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas des nouveaux joueurs de façon assez conséquente que pour que leur jeu soit réellement joué par des gens. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à mettre des mécaniques de gameplay dans leur jeu, qu'ils n'arrivent pas à rendre le jeu intelligent. Si de l'autre côté, donc sur l'échelle des sceptiques, du côté des sceptiques et des conservateurs, les play first game n'arrivent pas à introduire des dynamiques de gamefight de façon native et presque organique dans leur jeu, donc en repensant leur game dynamics, qu'est-ce qui arrive? Eh ben, c'est la troisième voie, et ça c'est une voie qui reste à découvrir, que peut-être qu'il y a des gens dans l'audience, peut-être nous, on va la découvrir dans les prochaines années, mais selon tous les auteurs que j'ai pu lire, etc., ce sera une troisième voie qui sera nouvelle et qui ne sera pas une synthèse en fait de deux mondes. Il n'y aura pas un nouveau jeu qui va être basé sur des game mechanics et des tokenomics, qui va reprendre des éléments de jeu des gameplay first, des jeux gameplay first, et en faire une espèce de synthèse chimère dégueulasse à partir desquelles une nouvelle voie va éclore. Non, c'est vraiment quelque chose de nouveau, un terrain encore inconnu qu'il faut aller explorer et duquel on ne sait pas encore ce qui va en sortir. Mais donc voilà, c'était peut-être que ILV, du coup, est une des premières tentatives, Illuvium, est une des premières tentatives dans cette direction-là. Mais encore une fois, c'est encore très tôt pour dire et pour porter un jugement. Mais je trouve ça intéressant de voir, en fait, de faire une analyse vraiment en opposant deux audiences, en sachant qu'il y a, comme tu l'as dit, des gens comme nous qui sont entre les deux et qui cherchent des jeux pour lesquels ils vont pouvoir gagner un peu, sur lesquels ils pourront gagner un peu d'argent, tout en aimant réellement y jouer. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Soit il y a les jeux qu'on aime jouer, mais sur lesquels on ne gagne pas d'argent, soit il y a les jeux sur lesquels on peut gagner de l'argent, qu'on n'aime pas trop jouer ou pour lesquels on s'ennuie vite. Et donc voilà, la troisième voie. S'il y a quelqu'un dans l'audience qui a une idée de ce que pourrait être la troisième voie,
Mettez-la en commentaire ou en Il y DM, avait ça un tweet m'intéresse. très intéressant que j'ai lu avant-hier. C'est en gros, il y a un mec qui bosse chez Delphi, qui est un fonds d'investissement Web3, qui fait pas mal Mhm. d'investissements dans le Play to Earn. Et en gros, lui, il est focus sur le gaming. C'est un mec tout jeune, il est dans la vingtaine, début de la vingtaine, tout jeune, mais il focus sur le gaming. Il écrit des articles et tout là-dessus. Ryan, c'est ça? Et de quoi? C'est Ryan? Ouais, c'est rien. Ouais. Et du coup, à un moment donné, il parle des jobs dans le Play to Earn, Play and Earn, et il y avait le Game Economist. Non, juste Hmm. économiste tout court. Et alors, Ouais. il faut appliquer des règles économiques et peut-être même en inventer dans un jeu. Et il y avait quelqu'un de chez Activision, de chez Blizzard, même si c'était à l'époque, c'était un mec qui était recruteur chez Blizzard, qui avait dit que le poste le plus compliqué de sa carrière, et c'était un senior, un mec senior apparemment, de chez Blizzard, le poste le plus compliqué de la carrière au niveau du recrutement, ça avait été justement trouver un game économiste pour World of Warcraft. Il a dit que c'était une tannée de trouver un mec bon qui comprenne, qui puisse réfléchir par lui-même et faire un vrai truc, quoi. Et donc, Ryan dit, ça c'est un taf, si vous y connaissez un peu en game design, en économie, et que les économies dans les jeux, c'est un truc qui vous fait kiffer à mort et qu'on vous sort n'importe quel jeu, vous pouvez dire, ok, l'économie, elle est structurée comme ça, les défauts, c'est ça, les avantages, c'est ça. En fait, vous avez un pouvoir énorme là. Et le premier truc qu'il faut faire, c'est soit de bosser pour un play and earn en création, soit bosser pour un fonds d'investissement qui focalise sur les play and earn. Vous allez vous valer de l'or et vous valez très très cher. C'est sûr. Alors, moi, j'ai commencé à beaucoup y réfléchir ces derniers temps. C'est ce sujet de la token économie. Je parle avec beaucoup de gens et je me rends compte, en fait, que quelque part, si l'économie humaine, concrète, réelle fonctionne, c'est parce qu'il y a un libre arbitre chez les participants qui peuvent faire réellement preuve d'innovation et donc du coup de disruption, pour retourner sur le terme de Bernard Stiegler, euh, et donc réinventer un nouveau paradigme à l'intérieur du paradigme existant. C'est ce que les startups font, c'est ce que les business font de temps en temps, c'est ce que certains projets politiques font. En gros, ils arrivent à partir de nulle part et ils créent une nouvelle dynamique, un nouveau paradigme qui change tout le reste, en fait, même si à la base, il est minoritaire. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment tu peux faire ça dans un jeu. Donc, si tu veux simuler une économie dans un jeu et faire en sorte qu'elle fonctionne, c'est-à-dire que l'argent circule de façon circulaire et que tout le monde en profite et qu'il y ait moyen de gagner, d'avancer dans les niveaux tout en jouant réellement, donc pas en faisant des quêtes répétitives, euh, tout en permettant à des nouveaux joueurs d'arriver et de recommencer à partir de zéro et que le jeu ne soit pas disproportionnel d'un point de vue avantage par rapport aux premiers arrivants, par rapport aux nouveaux arrivants. Mais en fait, c'est tellement compliqué. Mhm. Vraiment, si quelqu'un aujourd'hui est fan de ça, je pense que c'est un des meilleurs investissements à faire en termes de carrière. C'est étudier tout ça et essayer de tirer son épingle hors du jeu parce que c'est vraiment très Vous compliqué. allez sur Twitter, vous tweetez tout ce que vous apprenez. Ouais. Honnêtement, le truc que je ferais si j'étais fan de ça, c'est j'essaierais de déconstruire toutes les économies dans les jeux vidéo, dans tous les grands jeux vidéo. Je prends le top 20 des plus grands jeux vidéo où il y a les économies les plus développées. Je les décompose toutes, je fais des trades et je fais un trade par semaine, hyper long, hyper complexe. Je tag dedans tous les mecs qui étaient game designers, etc., dans l'industrie Web 2 et aussi, du coup, tous les mecs en Web 3. J'essaie de me faire remarquer, ça retweet à fond, je commence à recevoir des DM, je discute avec des mecs et les uns les plus intéressants que les autres. Et je suis très sûr que si vous faites ça de façon intense pendant 3 mois, vous avez une offre d'embauche d'ici 3 mois. Et Voilà. intellectuellement, c'est tellement stimulant, en vrai. Et oui, clairement. Ouais. Je veux dire, il y a pas, probablement que c'est beaucoup plus marrant que n'importe quoi d'autre. En tout cas, à mes yeux. Ouais. Donc voilà. Bon, ben voilà, c'était. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, une annonce. Non. J'espère que s'il y en a un qui fait ça, qui nous envoie un message, et Ouais. avec plaisir de le retweeter et de partager à sa fame, de l'aider à devenir famous sur Twitter. Non, c'était cool. C'est cool. J'ai bien aimé. On a parlé de trucs cool. J'ai bien aimé. C'était pas, enfin, moi pour le coup, j'avais pas très préparé cet épisode. C'était un peu décousu, mais tu as très bien géré ça et la conversation était cool.
Mais écoute, c'était génial. Moi, j'ai bien apprécié ton compte-rendu du week-end. Ouais. Fin du Rapide et week-end. efficace. Ouais. Et bon, bah, du coup, je te laisse. Je vous laisse tous. On se voit dans le prochain épisode. Yes. Et n'hésitez pas à liker, à lâcher 5 étoiles sur l'Apple Podcast, à mettre la petite clochette sur Spotify, lâcher un commentaire sur YouTube si vous êtes sur YouTube, et à acheter un de nos NFT. De temps en temps, il faut faire un peu la promo de ses propres produits. On a des NFT, le lien dans la description. 3 types de NFT différents. Chacun des NFT vous donne des avantages différents. N'hésitez pas, il en reste quelques-uns des légendaires, presque plus beaucoup, donc ça descend tout doucement. Et n'hésitez pas à en acquérir un. Je te laisse. C'est moi qui te laisse. Bonne Allez, journée à toi. à la Ciao, prochaine. ciao.